Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce nouveau numéro de Ça fait l'actualité, nous parlerons de la société civile face à la maladie à coronavirus. Quelle est son implication dans la lutte? Est-elle prête pour l'après-crise? Comment s'organise-t-elle au niveau sous-régional? Nous en parlerons dans quelques instants avec nos invités. Tout d'abord, je vous invite à suivre cet appel de la ministre Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, en direction des forces vives de la nation pour lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus. Nous lançons un appel à tous les partenaires, à tous les Ivoiriens, à tous les sportifs, tous les artistes, chaque Ivoirien, chaque population vivant en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où cette personne se trouve, si vous avez des possibilités d'apporter du gel, d'apporter des gants, d'apporter des masques, d'apporter du savon, on peut les centraliser au ministère de la Solidarité et le distribuer surtout aux populations vulnérables et à toutes les personnes qui en ont besoin. La société civile face à la Covid-19, notre sujet du jour pour en parler. Nous recevons sur ce plateau Madame Julie Koné. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kofi. Madame Julie Koné, vous êtes présidente du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. Exactement. Merci d'être sur ce plateau. En face de vous, nous avons Monsieur Emmanuel Quadio. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kofi. Vous êtes expert en leadership. C'est cela. Bienvenue. Merci beaucoup. On va démarrer avec vous, Monsieur Quadio. On vient de le voir, l'appel de la ministre de la Solidarité. Est-ce que cet appel, selon vous, a été entendu par la société civile en général? La réponse peut être oui, puisque depuis que cette pandémie a commencé, beaucoup d'institutions, qu'elles soient des organisations, des personnes individuelles, se sont mobilisées fortement. Donc cet appel, on peut considérer qu'il a été entendu. Madame Julie Koné, présidente d'organisation, comment se traduit justement l'action des organisations de la société civile dans la lutte contre la maladie à coronavirus? D'abord, concernant même cet appel, nous pouvons dire qu'en plus d'avoir été entendu par la société civile a même joué un rôle parce que à travers le groupe d'organisation pour l'égalité hommes-femmes, le GOF, nous avons pu recenser les différents ménages. Le CEFSI, qui est membre du GOF, a pu donner le nom de plusieurs personnes qui font partie de ces personnes vulnérables-là. Donc, en plus même d'avoir été entendus par le ministère, nous avons même contribué pour que ces dons-là arrivent à des personnes vraiment qui ont vraiment besoin de recevoir ces dons. Le GOF, déjà, il faut dire que c'est le groupe d'organisation pour l'égalité hommes-femmes dont le CEFSI est membre. Nous voulons dire que le ministère a demandé à cette organisation, qui est une fêtière, de donner, de recenser les personnes qui ont vraiment besoin d'être soutenues. Et donc, le CEFSI, à travers cette organisation-là, a dû donner ces personnes. Donc, nous voulons dire que cet appel a été entendu, mais a été vraiment pris en considération parce que nous avons même pu contribuer à l'action du ministère de la Solidarité. Et à côté de cela, les autres organisations aussi ont fait ce qu'elles avaient à faire, des sensibilisations. Nous avons fait des sensibilisations dans plusieurs marchés et les 108 marchés d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont été couverts. C'est-à-dire que nous avons pu voir partie des femmes à la rencontre d'autres femmes et d'autres hommes pour leur dire quels sont les gestes barrières, leur montrer les actions de prévention qu'il fallait faire pour éviter la Covid-19. Et donc le gouvernement travaille justement aux côtés des organisations de la société civile. Alors on sait que le rôle de la société civile est de soutenir les populations vulnérables. Comment est-ce que vous faites pour toucher justement votre cible? Vous savez, la société civile est aux côtés des populations parce qu'elle émane même de la population, c'est-à-dire que nous connaissons mieux les soucis, les problèmes, les difficultés des différents ménages, des différentes personnes. Et donc, puisque nous avons l'habitude de travailler avec ces populations, c'est tout à fait aisé et facile pour nous de déterminer les personnes qui ont plus besoin que d'autres d'être soutenues pendant ces moments difficiles. Donc, nous avons plusieurs organisations qui travaillent au quotidien. Il ne s'agit pas seulement de cette pandémie. Bien avant la pandémie, la société civile a toujours travaillé aux côtés des populations ivoiriennes par le renforcement des capacités, par les appuis pour les activités génératrices de revenus, par des appuis au niveau social.
Et donc, la société civile, qui a toujours été aux côtés des populations ivoiriennes, continue de jouer son rôle pendant ce moment de crise que nous traversons. Vous nous apprenez donc que vous avez une base de données fiable. Alors, Exactement. M. Kadio, aujourd'hui, on a l'impression que les dons, justement, pour appuyer les populations vulnérables, n'arrivent pas toujours à bon port. Pourquoi? Mais, la principale explication va être le fait que l'ensemble du territoire n'est pas couvert de façon complète, de façon équitable, on va dire. C'est vrai que les organisations qui existent ont des bases de données, comme Mme Koné l'a souligné, mais a priori, ces bases de données-là ne semblent pas prendre l'ensemble des populations qui peuvent être concernées. C'est ce qui peut expliquer qu'il puisse y avoir quelques hiatus ici et là par rapport donc à la destination des dons qui sont... Parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent. C'est vrai que nous sommes les journalistes, on va souvent à la pêche de l'information sur les réseaux sociaux. Beaucoup se plaignent. Aujourd'hui, on parle de distribution de masques, on parle de distribution de gel, de kits alimentaires. Mais il y a des foyers qui sont dépassés. C'est vrai que ça se pourrait qu'il y ait des foyers qui n'aient pas reçu ce qu'ils attendaient. Mais nous voulons dire que les organisations de femmes, de jeunes, des droits des handicapés et toutes ces organisations-là travaillent au quotidien. Vous savez, il n'est pas aisé de satisfaire tout le monde. Mais déjà, nous pensons que les organisations qui ont pu référer certains ménages, ces ménages ont été pris en compte. Nous avons eu des retours où les organisations qui ont référé des ménages, parfois, le fait est que souvent, deux ménages me sont référencés. Le même ménage, plutôt, il est référencé par 2 ou 3 organisations pour montrer d'abord que c'est vraiment des choses pertinentes d'abord que les organisations recherchent. Pour l'instant, les choses se font pas à pas. Le ministère travaille à pied d'œuvre pour qu'on puisse toucher l'ensemble du territoire, mais c'est par quartier, par commune que cela se fait. Il ne s'agit pas de toujours décrier les choses. Lorsqu'il y a des actions qui sont posées, qui sont bonnes, le simple fait qu'on puisse demander à des personnes averties, des personnes qui sont au contact des populations, de donner des noms des ménages, nous pensons que déjà c'est une avancée. Quitte à ce que cette coopération continue entre l'État et les organisations de la société civile pour que nous puissions aller de l'avant. Il ne s'agit pas seulement de la Covid, mais faire en sorte que dans le quotidien, nous puissions sentir cette synergie d'action et que nous puissions arriver à mettre fin à toutes sortes d'inégalités de toutes sortes au niveau de notre pays. Un autre constat, M. Kwadio, l'action sur le terrain des organisations est décousue. Chacun va de son côté. On a vu tout à l'heure l'appel de la ministre de la Solidarité. Elle veut centraliser justement les dons afin de distribuer et de bien distribuer. Mais on a l'impression que chacun veut faire des dons. On ne sait pas, peut-être c'est pour la publicité. Je pense que c'est parce que la ministre et à travers elle, le gouvernement ont bien perçu cet aspect-là que l'appel est lancé. Pour qu'on soit efficace, on a besoin d'un minimum de coordination. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures qui existent, d'associations. Si chacune de ces structures-là va de son côté, comme Mme Koné l'a dit tout à l'heure, on peut se retrouver avec la même personne qui est référencée 3 ou 4 fois, justement, alors que des gens ne le sont pas. Donc c'est la coordination, c'est l'organisation qui va permettre de faire que ce genre de quoi puisse être évité. Ce n'est pas une méthode efficace, Mme Koné? Non, je vous disais qu'à travers le GOF, plusieurs organisations ont dû référer des ménages. Et donc, ces ménages ont été centralisés. Et c'est ce qui nous a fait savoir qu'il y a des organisations qui ont référé 2-3 ménages, enfin, 2-3 organisations plutôt qui ont référé le même ménage. Mais cela a été corrigé. C'est pour montrer en fait la synergie d'action. Pour dire qu'il ne s'agissait pas de chaque organisation, pour chaque organisation, de faire parvenir une liste au ministère de la Solidarité, mais plutôt de coordonner toutes ces actions-là. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des actions qui sont mal coordonnées ou bien qui sont dispersées. Vous savez, nous sommes une société civile qui est assez mature et de plus en plus, nous voyons que la société civile a fait beaucoup de chemin. On peut continuer de critiquer, mais les actions sont palpables. Et nous voyons vraiment, si aujourd'hui, l'État me fait confiance à des organisations féminines pour recenser des ménages, ça montre vraiment qu'il y a cette approbation-là. Et donc, nous pouvons continuer de travailler.
Mais en même temps, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que chaque association, chaque organisation a un mandat. Pendant que, par exemple, le CEFSI s'occupe des femmes et des jeunes filles, c'est clair que nous allons axer nos actions sur des femmes et des jeunes filles. Donc, vous savez, il y a d'abord le mandat de chaque organisation qui ne doit pas être forcément noyé. Il faut que chaque organisation aussi travaille parce que nous avons le devoir que nous sommes donnés d'accomplir notre mandat. Donc, nous devons faire en sorte que ce mandat soit accompli dans de bonnes conditions. Mais souvent, c'est les mêmes quartiers. Quand on prend Abobo et Yopougon comme référence, à Cocody aussi, il y a bien sûr, vous savez, on n'a pas terminé de travailler. Le travail continue et la distribution n'est pas encore terminée. Il faut être patient. Tout le monde sera servi. Nous n'avons jamais dit que c'est seulement Yopougon et Abobo qui sont concernés. Tous les quartiers d'Abidjan, toutes les communes d'Abidjan qui ont des personnes, on ne va pas dire vulnérables parce que c'est un thème qui peut sembler péjoratif, des personnes qui ont besoin de notre appui, de notre soutien seront approchées. Et vous savez, on est dans un pays de droit. Donc, la personne qui pense vraiment qu'elle doit être prise en compte et que ce n'est pas encore le cas, pourra toujours interpeller les organisations de la société civile, l'État, et les choses seront corrigées. Cette pandémie... En tout cas, il y a beaucoup d'interpellations sur les plateformes de discussion sur Facebook. Alors, à la faveur de cette crise, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'organisations en Côte d'Ivoire et on se demande où est-ce qu'elles étaient, ces organisations-là. Et pourquoi c'est maintenant on a l'impression qu'elles travaillent? Vous savez, pour savoir qu'une organisation travaille, il faut qu'elle communique. Malheureusement, beaucoup d'organisations ont des problèmes financiers qui ne leur permettent pas de communiquer d'une manière à faire savoir toutes les actions qu'elles mènent. Nous prenons le cas, il y a plusieurs organisations qui travaillent, qui sont aux côtés des populations ivoiriennes, qui sont dans des villages. Mais quand nous regardons les budgets, quand nous regardons les moyens qui sont à notre disposition, nous préférons toucher du doigt les problèmes plutôt que de mettre 50% du budget dans la communication. Tout le monde n'a pas suffisamment d'argent pour passer à la télévision 24 heures sur 24. Donc, c'est peut-être ce qu'il faut. Et c'est des choses qui vont être corrigées. Nous savons que c'est des occasions comme ça que nous avons de montrer toutes les actions de la société civile. Parce que c'est bien beau de critiquer, c'est bien beau d'avoir l'impression que la société civile ne travaille pas. Mais vous savez, la société civile, c'est vous, c'est moi. Nous avons des organisations parce qu'il y a des personnes, oui, il y a des personnes qui ont souhaité mettre leur temps, mettre leur argent pour aider d'autres personnes. Mais nous voulons appeler toutes les personnes de bonne volonté à faire autant. Parce que ce n'est pas des personnes qui n'ont rien à faire qui vont pour créer des organisations. Nous avons par exemple celui qui est avec moi sur le plateau, qui a son travail, mais qui prend son temps pour venir aider d'autres personnes pour le leadership et autres. Il en est de même pour moi. Nous ne sommes pas des personnes qui... Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on va à la société civile. Et je pense que c'est un appel que je lance. Il faut que les gens sachent. Moi, je suis cadre dans une entreprise, mais ça ne m'empêche pas d'être à la tête d'une organisation féminine pour lutter pour la promotion et la protection des droits des femmes. Donc, j'appelle toutes les personnes de bonne volonté à faire autant. Il ne s'agit pas de critiquer, mais c'est de se dire, de se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire les inégalités, pour faire en sorte qu'il y ait plus de personnes en bonne santé, qu'il y ait moins d'inégalités, que toutes les filles aillent à l'école. Et je pense que c'est l'occasion d'appeler, de lancer un appel à toutes les forces vives de ce pays pour un peu moins d'égoïsme et pour plus de solidarité. Ouais, très bien, c'est très bien entendu. Alors, M. Kouadio, c'est vrai, elle parle d'un problème de communication. Il n'y a pas assez d'argent pour mettre dans la communication, il faut aider. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a des fondations qui sont nées justement à la faveur de cette crise. C'est vrai que c'est de bonne guerre, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière quelque chose qui ne dit pas son nom? Vous savez, en règle générale, quand on pose un acte, on va le poser parce qu'on y gagne quelque chose. Une entreprise peut faire un don. Ce don-là, s'il n'est pas encadré, il peut lui coûter plus cher que ce qu'elle avait prévu. Mais si l'entreprise fait le même don à travers une fondation qu'elle aura créée, ben, le don ne lui coûte que le montant qu'elle aura mis. Il n'y aura pas d'impôt à payer quand on est passé par une fondation.
Donc ça peut expliquer le fait que, en règle générale, vous verrez adossés aux grandes entreprises, aux grands groupes, des fondations qui portent leur nom. Donc tout ce qu'elles vont mettre dans les fondations, ça va être sans impôt. Donc c'est l'une des motivations, une motivation, on va dire, purement fiscale. Il y a cet aspect-là également. Oui. On a également l'impression qu'il y a quand même un peu d'argent dans la formation des ONG. Dans la formation. Dans les ONG, en fait. Beaucoup d'argent. Il peut y avoir de l'argent, mais c'est de l'argent qui est utilisé à bon escient. Ah, c'est de l'argent qui est utilisé à bon escient. Vous savez... Très bien. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes retours, mais je pense qu'il y a certains qui se plaignent quand même. Enfin, je veux comprendre. C'est clair que nous avons eu un passé, il y a eu des actions qui ont été menées. Malheureusement, la corruption en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays d'Afrique bat son plein, malheureusement. Mais nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des personnes qui se battent au quotidien pour faire en sorte d'améliorer la vie de leurs concitoyens, d'améliorer la vie des autres personnes qui vivent avec elles. Et je pense que c'est un peu hâtif, sans avoir des documents, de dire que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est vrai, il y a sûrement des personnes... Vous convenez avec moi qu'il y a des organisations qui ont créé, voilà, ils ont créé des organisations pour faire du bien, mais en retour, il y a eu des détournements et ça se pourrait. Certaines personnes se sont enrichies sur le dos, malheureusement, de ça se pourrait. Je n'ai pas les chiffres, on n'a pas fait d'études particulières sur ces cas-là, donc je n'ai pas les chiffres. Mais ce que moi je peux dire, et puis ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui travaillent au quotidien et qui parfois même vivent avec le minimum, simplement parce qu'ils ont un idéal à défendre et parce que toutes les ressources qu'ils mobilisent, c'est vraiment pour le bien des populations ivoiriennes. Vous savez, parfois on a l'impression que les ressources sont disponibles, mais nous sommes obligés parfois de prendre, d'avoir recours à la mendicité parfois même, pour assurer notre propre quotidien. Parce que quand vous avez un projet, et pour savoir... Pour vous dire, il y a toujours des suivis et évaluations des projets. Quand une organisation de la société civile est financée par une institution qui est extérieure, il y a un planning pour le projet, il y a la mise en œuvre du projet. D'abord, ce projet, il est écrit, les objectifs sont bien connus, les résultats attendus sont connus, et c'est en fonction de ces résultats-là qu'il y a un suivi et évaluation qui est fait. Vous savez, ces organisations internationales, pour pouvoir continuer de financer des organisations, c'est qu'elles se sont rendues compte que ces organisations sont sérieuses. Parfois, on n'est pas prophète chez soi et on a des retours. C'est quand on va dans d'autres pays, quand on est à l'extérieur, que parfois même nos dirigeants se rendent compte que les organisations qu'ils ont dans le pays sont des organisations sérieuses. Vous allez voir, par exemple, vous êtes avec un ministre et puis c'est là qu'il apprend que vous avez eu de gros projets. Et quand à l'international, ils se rendent compte que les gens sont venus sur le terrain, ils ont fait une enquête, ils vont même dans les fins fonds du pays. Je vous le dis, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils peuvent partir dans des zones rurales très reculées pour se rendre compte vraiment que le projet a vraiment été exécuté dans les normes. Et on se rend compte que ces organisations-là travaillent. Et c'est parce qu'elles travaillent qu'elles continuent d'être financées et qu'elles continuent encore de rendre service à beaucoup d'autres Ivoiriens. Donc nous pensons que c'est l'occasion de reconnaître l'action. On ne demande pas qu'on nous remercie, mais il faut reconnaître l'action de la société civile ivoirienne qui continue d'être aux côtés des populations. On reconnaît vraiment l'action de la société civile. Mais la société civile aussi, il faut vraiment veiller sur les activités pour savoir si elles ont été véritablement menées à bon escient. Alors, l'activité reprend, la Covid est toujours présente, mais on sent un relâchement. Est-ce que vous avez attiré l'attention de l'État justement sur ce fait-là? Nous continuons de sensibiliser. Et la sensibilisation, c'est à tous les niveaux. Nous pensons qu'au niveau des populations, il faut redoubler d'efforts et être beaucoup plus vigilant. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de couvre-feu, l'état d'urgence s'est levé en quelque sorte, mais quand même, nous avons encore cette pandémie qui va peut-être nous permettre de vivre avec. Et pour pouvoir vivre avec cette pandémie, il faut qu'on puisse adopter ces gestes barrières. Donc nous continuons de sensibiliser les populations, nous continuons de les interpeller sur le non-respect des gestes barrières et faire en sorte que
les populations se sentent même concernées par tout ce qui concerne cette pandémie-là. C'est vrai qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, nous n'avons pas eu autant de catastrophes qu'on aurait imaginé, mais ce n'est pas l'occasion de baisser la garde, il faut toujours continuer. Et ce qu'on peut dire à l'État, comme c'est l'occasion en même temps, c'est de permettre que ces actions-là soient suivies. Quand je parle d'action, c'est la sensibilisation. C'est clair qu'on va sensibiliser. Mais quand un policier voit un être humain, un citoyen qui passe et qui n'a pas de masque, qu'on puisse savoir quels sont les risques que ces citoyens encourent quand ils ne portent pas de masque. Parce qu'on ne peut pas avoir... Amendes. Voilà, les amendes, voilà. Et on ne peut pas... On doit faire appel à la responsabilité des citoyens, mais la responsabilité ne peut pas se faire sans coercition. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que lorsque vous n'avez pas respecté les règles, il y a une sanction qui vient et que ces sanctions soient connues. Donc c'est l'occasion d'appeler nos dirigeants à faire connaître les différentes amendes et tout ce qu'on risque lorsqu'on ne suit pas les règles. Et justement, ça pourra permettre de nous protéger nous-mêmes et de protéger les autres. Justement, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission. Alors, l'État, on reste avec vous, l'État a mis en place des fonds pour soutenir des couches de la population. Est-ce que vous avez fait des propositions à l'État justement sur la répartition de ces fonds-là? Bien sûr, j'en parlais au début de l'émission. L'État nous a contactés à travers le ministère de la Solidarité et nous avons donné les noms de certaines personnes qui avaient plus besoin que d'autres d'être soutenues. Donc, c'est à travers votre base de données. Exactement. Toutes les organisations féminines ont donné des informations fiables. Et c'est ces informations-là qui ont servi à la ministre Maria Toukone d'aller vers les ménages. Donc, nous pensons que nous continuons encore de travailler aux côtés des populations et nous sommes en contact avec l'État qui nous demande des informations et que nous mettons à leur disposition. Très bien. Monsieur Kouadio, s'il y a lieu de faire des propositions, qu'est-ce qu'il faudra dire à l'État pour qu'effectivement ces dons pour la société, pour justement les populations arrivent à la bonne personne? Je crois que dans les mesures que l'État a prises en appendice de ces mesures-là, il y a tout un cadre organisationnel qui a été mis en place. L'État a commis des cabinets internationaux pour décrire les procédures, pour s'assurer que chaque denier mis à disposition arrive chez la bonne personne. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire le suivi, c'est s'assurer que chacune de ces personnes est responsabilisée, que chacune de ces personnes est disciplinée dans ce qui est à faire. Voilà. Quand on parle par exemple du secteur informel, oui. Quand on parle d'une manne pour le secteur informel, et aujourd'hui on ne voit personne aller vers ces petits commerçants-là en griffe, on se dit mais où l'argent va aller. En fait, c'est le dernier rapport présidentiel qui a été fait montre que le taux d'utilisation des fonds alloués reste encore faible. J'imagine que c'est parce que justement il y a un travail d'identification des bons bénéficiaires qui est en train d'être fait. Et pour rejoindre ce que Mme Koné disait, c'est là où les structures de la société civile peuvent être des relais importants. Parce que les fonctionnaires du ministère de la Solidarité ne sont pas un nombre suffisant pour identifier toutes les dizaines, les centaines de milliers de personnes qui peuvent avoir besoin des fonds que l'État a mis. Le secteur informel, il est informel justement parce qu'il n'est pas encadré, parce qu'on ne sait pas qui est. Donc il faut que des structures qui sont des structures de terrain, comme les organisations dites de la société civile, puissent être des bras armés pour l'État pour pouvoir identifier ces personnes-là. Et puis, une fois qu'on les a identifiées, on pourra donc s'assurer que les fonds sont allés aux bonnes personnes. Vous avez un rôle de responsabilité des gouvernements. Est-ce que vous avez un plan de relance après la Covid? Un plan de relance, c'est trop dit, mais nous avons des propositions à faire au gouvernement. Okay. Et nous pensons que c'est une pandémie qui a mis à mal beaucoup de PME surtout. Nous allons prendre le cas des PME, des femmes des marchés. Et il faudrait un plan qui puisse alléger leurs charges et leur permettre de se relancer et de relancer leur activité. Au niveau des PME, par exemple, nous proposons que la pression fiscale soit moins grande parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'impôts à payer
Il faudrait un plan pour alléger tout ce qui est impôts, taxes, pour leur permettre de mieux s'orienter et puis pour renforcer leur capacité, que ce soit en industrie, que ce soit en finance. Au niveau des femmes des marchés, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu beaucoup d'argent et l'inactivité pendant 2 mois peut coûter cher, peut leur permettre d'être en faillite toute une année. Donc c'est l'occasion de revoir cela, d'accompagner ces femmes-là. Mais nous ne proposons pas de leur remettre de l'argent comme ça sans suivi. Nous proposons de faire le renforcement des capacités, tant au niveau de la formation, tant au niveau financier, mais à côté de cela, de faire ce suivi-là pour faire une évaluation, faire en sorte que ces personnes-là qui ont reçu les fonds puissent vraiment les utiliser à bon escient. Alors, vous gardez la parole. Je pense que le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Votre organisation représente la Côte d'Ivoire au niveau de l'Union africaine. Exactement. Alors, comment vous luttez contre la pandémie et comment est-ce que vous organisez? Vous savez, au niveau de l'ECOSOC, qui est le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, nous avons plusieurs actions, nous avons fait plusieurs conférences et cette pandémie nous a permis d'explorer d'autres horizons. Nous avons eu des conférences téléphoniques, des conférences sur Zoom, des conférences sur Skype et il y a des partages d'expériences. Donc chaque pays a pu donner le statut de son pays, quelles sont les actions qui ont été menées et nous continuons de travailler. Cette année, aujourd'hui, ça tombe bien parce que nous sommes le 25 mai, qui est la journée de l'Afrique. C'est une journée où on doit se poser des bonnes questions pour voir comment est-ce qu'on fait pour réagir. Et ce qui ressort de toutes nos conférences, c'est qu'il est temps que l'Afrique se prenne en main et que l'Afrique essaie d'arrêter de compter sur les sérieux. Nous nous rendons compte qu'on doit être industrialisé, qu'on doit faire en sorte qu'on puisse explorer nos propres richesses. Nous sommes riches, nous avons une population qui est jeune, nous avons des bras valides et c'est l'occasion d'avoir recours à nos propres richesses et faire en sorte que l'Afrique sorte de... Justement, M. Kouadio, il faut un éveil. Oui. Ça va servir de conclusion. En fait, il faut un réveil. Il faut un réveil, il faut une prise de conscience de nos capacités. Une véritable prise de conscience. Oui, une véritable prise de conscience de nos capacités. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous en sortir. Quand on est en crise, la crise est un révélateur de comment vous vous êtes préparé, de quelle capacité vous savez que vous avez. Les Anglais disent « you have what it takes ». Nous avons ce qu'il faut pour que demain, quand on va regarder dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans en arrière, on puisse se dire la Covid nous a aidés à nous rendre compte que ceux sur qui nous appuyons, en fait, étaient aussi fragiles que nous. C'est ça. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente soirée à toutes et à tous. C'est la fin de ce numéro de Ça fait l'actualité.